Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF où on va beaucoup parler de l'Angleterre à travers deux événements, le Brexit, donc, qui a été voté jeudi par les Anglais, et puis c'est quand même un peu de l'Angleterre que ça nous vient, de golf, puisque l'Open de France commence à la fin de la semaine prochaine. Et pour en parler, nous sommes ravis et heureux d'accueillir quelqu'un qui doit être très occupé actuellement. Un peu, oui. Puisque vous êtes le directeur du golf national, c'est Paul Armitage. Et alors, on est ravis de vous recevoir, évidemment, pour l'Open de France, mais aussi parce que vous êtes anglais. SDF. Ouais, et aujourd'hui, SDF, voilà, vous avez voté. Depuis ce matin. Vous avez voté jeudi, on enregistre cette émission vendredi, le lendemain du vote. C'est quoi votre sentiment aujourd'hui? Un peu de gueule de bois, un peu... Ah oui, gueule de bois évident, fatigue parce que je me suis couché, c'était tout bon, et je me suis réveillé à 5 heures pour regarder en direct la BBC, en fait Sky News, et c'était plus bon du tout, donc je regardais. Quand vous dites bon, vous étiez contre le Brexit. Absolument, moi je suis un Européen, un pur produit européen d'ailleurs, parce que si je parle comme ça français, c'est que je suis là depuis longtemps, mais je suis 100% anglais. 25 ans. 25 ans. Vous vivez en France, vous travaillez en France. Oui, tout à fait. J'ai fait toute mon éducation jusqu'à l'âge de 20 ans en Angleterre, et puis voilà. Alors, Florence Mercadet-Choquet, avocate au barreau de Versailles. Nous, Mustafa, ou Mustafa. On peut le dire comme ça. À l'anglaise. Mustafa, là, bah oui. Enfin, à l'anglaise. Prendre l'accent anglais. Président du football club de Trappes et de... Comment s'appelle l'association des pharmacies? Pharmacitoyens. C'est une association, en l'occurrence, qui récolte du matériel médical pour la redistribution, mais c'est vraiment une association de loi 1901, rien à voir avec les officines. C'est bien distinct des deux, je le précise, mais c'est Pharmacitoyens. Pharmacitoyens. J'avais juste une remarque pour notre ami, parler de gueule de bois. En l'occurrence, est-ce que vous parlez des clubs ou... Non, alors, pas de remarque comme ça. Non, mais voilà, il y a les bois et les fers, c'est ça, dans votre sport. Exactement, oui. Et puis on a une troisième raison de parler des Anglais, c'est qu'ils ont inventé le football et on est en plein dedans. Ils ont inventé le football et on va parler de l'Euro, évidemment, auquel vous avez assisté à pas mal de matchs et vous allez encore assister à pas mal de matchs d'ici la finale. Et puis Jean-Charles Lajoiedi, éditeur. Bonjour. Qui n'a pas la gueule de bois parce que vous étiez plutôt pour le Brexit, me semble-t-il. Oui, non, je suis surtout pour la démocratie et pour le respect des gens qui votent normalement sans avoir un couteau sous la gorge. Et je trouve ça respectable. Mais voilà, donc après on va en parler, mais je trouve qu'il n'y avait rien de choquant. Voilà, c'est pas honteux d'avoir voté pour la sortie. Ah non, voilà, c'est peut-être dommage, mais je respecte les gens qui votent et qui s'expriment, donc c'est bien. Alors, première question quand même, je vais me tourner vers vous. Alors, vous avez vu ça évidemment depuis la France, depuis le golf national, j'allais dire, mais est-ce que vous avez été surpris par le vote? Est-ce que vous attendiez à ce vote-là, ou est-ce que c'était tellement indécis qu'on ne pouvait pas savoir? Non, pas surpris parce que c'est pas ce que je voulais, donc quand on n'obtient pas ce qu'on veut, on est automatiquement... Oui, jusqu'au dernier moment, on espère. Voilà, exactement. Donc il y a cette déception-là. Par contre, ça fait 40 ans qu'on est un pied dedans, un pied dehors. Bien sûr. C'est jamais très très clair. Vu du côté français, c'est toujours vous n'êtes pas dedans, etc., etc. Donc on a toujours eu cette sensation des Britanniques, parce que c'est pas uniquement les Anglais, les Écossais, les Gallois. On va en parler parce que c'est peut-être pas les mêmes réactions. Exactement. Donc, d'un point de vue britannique, ça n'a jamais été super clair. Ce que je trouve décevant aujourd'hui, c'est que dans ce référendum, on a donné deux choix. C'est soit on veut rester un pied dedans ou dehors. C'est-à-dire que ce que je trouve dommage de la part des Britanniques, c'est de ne pas avoir saisi l'opportunité de dire écoutez, ça ne nous satisfait pas, parce que ça ne bouge pas, ou tout ça, c'est Bruxelles, etc. C'est ce qu'on reproche à l'Europe, c'est un peu trop lente, on est plus dans un pays démocratique qui bouge, qui fait 2 pas d'avant et 1 en arrière, mais on avance quand même. Et ce que je reproche, c'est que les Anglais n'ont pas pris le truc en disant il y a ces 2 options-là, mais il y a peut-être un troisième, c'est d'aller se plaindre, voilà notre vision. Voilà, qu'est-ce qu'on voudrait pour l'Europe? Oui, mais voilà notre vision. Ils ont obtenu encore plein de choses il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Mais ils ont obtenu pour eux-mêmes. Oui. Ils ne sont pas venus avec un projet européen, l'Europe, en disant que le modèle autre, c'est ça. Et si vous n'êtes pas
en phase, là, on va faire notre référendum pour sortir. C'est ça que je reproche. C'est vrai que, mais c'est un des reproches qu'on peut faire peut-être à tous les gouvernants européens, c'est-à-dire qu'ils ont toujours considéré l'Europe en fonction des intérêts de leur propre nation et jamais avec une vision globale, avec une vision européenne des choses. Mais c'est le cas des Anglais, évidemment, alors peut-être plus fortement que les autres. Et on se souvient de la phrase de Margaret Thatcher, I want my money back. Hein, c'était ça. Mais si on prenait au fond, depuis quelques années en tout cas, les dirigeants européens, c'est vrai qu'ils voient d'abord l'intérêt immédiat de leur nation avant de voir l'intérêt européen. Mais est-ce qu'on pouvait espérer aussi une Europe aussi idéale que ça à 28? C'est peut-être ça aussi la bêtise, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc Non, mais il y a évidemment des problèmes européens, on va pouvoir y revenir. Je reviens quand même à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le Royaume-Uni qui a voté et on voit des différences considérables. C'est-à-dire que l'Écosse vote à 63% contre le Brexit, l'Irlande du Nord contre aussi à 56% à peu près. Enfin, Il n'y a que les Gallois et les Anglais. Il n'y a que les Gallois et les Anglais. Sachant que 60% des Londoniens, et ça c'est important, parce que notre prochain Premier ministre, peut-être, c'est l'ancien maire de Londres, ont voté pour rester dans l'Europe. Donc je veux dire, c'est assez complexe la situation actuellement. Et il doit y avoir une personne qui est mal assise sur son ou sa trône, je ne sais pas, vous voyez les subtilités à la Jane Birkin de langue française quand c'est un Anglais qui parle. C'est la reine, parce qu'elle va se voir, je pense, avoir un éclatement, ou au moins une nouvelle tentative de Les Écossais l'ont déjà départ. dit. Les Écossais ont dit, les Irlandais aussi. Qu'ils allaient faire les Irlandais aussi, très tôt ce matin, ont dit qu'ils vont demander officiellement un référendum aussi pour quitter, parce qu'ils ne veulent pas remettre des frontières. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, l'air. Il n'y en a pas, parce que les deux sont dans la communauté européenne. Demain, l'Irlande du Nord va être extriquée ou sortie par la Grande-Bretagne. Ça veut dire qu'il y a une mise en place de frontières. Donc eux, ils n'ont pas, je pense, l'envie de revenir à quelque chose de barrière. Ils ont déjà vécu assez, etc. Et donc je trouve tout à fait légitime qu'il y a cette réflexion, quoi. Donc là, le Royaume-Uni... Oui, mais enfin, ça ne changera rien à leur problème de frontières. S'ils ne sont pas contents parce qu'on va remettre une frontière, de devenir indépendant n'enlèvera pas cette frontière. Donc, Non, c'est l'union. C'est l'union des deux Irlandes. L'union des Irlandes et là c'est... la sortie de... Il y a 10 ans, on ne parlait pas du tout d'union. Au contraire, toujours pas, avec Sinn Féin, etc. Vous aviez raison de dire que la reine se trouve dans une position compliquée parce qu'elle n'a pas le droit d'intervenir dans le débat. Et en même temps, elle est la garante de l'union du Royaume-Uni. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Elle est dans une position très difficile à tenir. Elle est dans une position difficile que c'est elle qui perçoit le plus de subventions de l'Europe au niveau de l'agriculture, puisqu'elle perçoit pour tous ces châteaux, etc., à peu près 2 millions d'euros par an. Oui. Donc il y avait toute une émission là-dessus qui disait que la grande perdante du Brexit, c'était quand même la reine d'Angleterre qui allait perdre à titre personnel des subventions pour entretenir... Alors, on ne mesure pas encore, évidemment, les conséquences de ce vote. On va les voir. Il va y avoir d'abord une période de négociation qui peut durer jusqu'à 2 ans, donc ça va être long. Mais comme ça, intuitivement, les uns et les autres, on va commencer par vous, mais quelles sont, à votre avis, les conséquences de ce vote pour les Anglais? Bon, au niveau économique, etc., je pense qu'il y aura une période de turbulence, mais il n'y aura pas beaucoup de risques. On connaît d'autres pays qui sont en marge de l'Europe, comme la Suisse ou autres, qui vivent bien. Et l'Angleterre, d'ailleurs, a une économie, je pense assez solide pour... Il va y avoir des départs. Il faut penser aux 300 000 Français qui habitent à Londres. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils vont tous pouvoir rester? Et ainsi de suite. Donc, il y a plein de questions qui viennent à l'esprit en ce moment. Mais je pense à moyen terme et long terme que l'impact... sera assez neutre, parce que les Anglais, ils ont fait leur avancement tout seuls, même en étant en Europe. Ils ont toujours la livre, ils sont pas en Schengen, des choses comme ça. Donc, je pense que les conséquences gravissimes qu'on a voulu nous mettre du côté de In n'auront pas nécessairement lieu. Et puis, on regarde les bourses aujourd'hui. La bourse qui dévisse le moins, c'est lequel?
Oui, c'est long. C'est vrai. C'est assez hallucinant. La livre a dévissé, mais on est content quelque part parce qu'on fera plus d'export. Mais pas la monnaie. non. Oui, mais ils iront moins en vacances à l'étranger. Oui. Les Enfin, il y Anglais a des- retraités en France ne vont pas être très heureux. Non. Non, ça, Ah ouais, c'est ils clair. ont une perte de pouvoir d'achat. Est-ce que, justement, alors, il faudra regarder plus finement la composition des votes, mais on s'aperçoit en gros que les personnes âgées ont voté plutôt pour le Brexit, les jeunes plutôt contre, et au fond, on arrive à une situation assez intéressante, c'est-à-dire que les plus âgés qui ne connaîtront pas les conséquences de ce vote, de l'avenir, ont bloqué une situation que les autres vont vivre et dont peut-être ils vont souffrir, non ? Ah bah, c'est clair, clairement ça. Hein. Clairement ça. Je pense qu'il y a, et justement, vous avez tout à fait raison, c'est une âge. Moi, j'ai fait l'Erasmus quand, en 1989, j'ai fait une année universitaire en échange d'une année en France. Donc, je suis vraiment un pur produit européen parce que c'était la première année d'Erasmus. d'Erasmus. La première année. Donc, j'ai tout foiré à l'université de Bourgogne, j'ai pas honte de le dire. On m'a mis dans LEA, un truc que je connaissais, langue étrangère appliquée, 12 UV à faire. J'en ai réussi un, c'était l'anglais. Merveilleusement bien. Vous en sortez bien parce que... Mais j'ai passé une année formidable et c'était ça l'idée de l'Europe en plus, c'était d'échanger des idées. Exactement. Donc mon âge, moi je suis pour l'Europe, vous voyez, et encore plus jeune parce que ces choses-là ont été ancrées. Mais mes parents, oui. Je peux pas vous dire aujourd'hui, les deux sont en vie en Angleterre. Je peux pas vous dire comment ils ont voté, mais je pense qu'ils n'ont pas la même vision que vous. Vision, même ayant un fils même qui a fait si ça. vous vivez en France, mais en disant on s'en fout. Grosso modo. Il y a quand même le côté insulaire. Donc je peux, mais je peux imaginer aussi ce côté âge, quoi. Qu'est-ce que les uns et les autres, comment vous expliquez peut-être ce vote et comment vous le vivez? Moi, je trouve ça plutôt sympathique parce que ça ne peut que redonner. Non, mais d'abord, économiquement, enfin, je veux dire, je pense que c'est un problème qui est plus anglais que français. Je veux dire, nous, en France, on va pas du tout, on n'en verra pas beaucoup d'inconvénients, je pense. Mais après, je pense que c'est un coup de pied salutaire dans la fourmilière européenne parce que grâce à ce choc, ça va peut-être pousser les dirigeants des pays européens à se dire attention, si les Anglais sont partis avec quand même ce nombre de voix qui est quand même considérable entre les pour et les contre, bien c'est quand même c'est plus qu'un signe, c'est quelque chose. Il faudrait vraiment que les choses changent maintenant, en disant laissons pas le Danemark s'en aller, laissons pas tous les autres pays qui vont se dire attends, les Anglais sont partis, le pays n'a pas coulé, l'île n'est pas inondée, voilà, on peut y aller. Donc il va falloir que l'Europe soit un peu plus intelligente et un peu plus. Il faudrait qu'elle ait des dirigeants pour ça. Oui, mais non, mais voilà, donc. C'est ça aussi, hein. C'est la faiblesse aussi, peut-être. Et surtout, ne critiquons pas les Anglais, que je trouve on peut tout à fait comprendre. Et c'est pas qu'un problème, je pense, d'âge, etc. C'est que je pense qu'aussi, c'est un terme que vous aimez pas, mais c'est aussi un problème d'identité. Je pense qu'on peut aussi être content, être fier de se dire, voilà, mon pays, je le vois qui disparaît. On voit beaucoup de reportages sur ce qui se passe au Danemark, où les Danois sont absolument terrorisés à l'idée de tout ce qui fait l'identité du Danemark est en train de se déliter complètement et deviennent de plus en plus anti-européens uniquement à cause de ça. C'est pas des trucs économiques la plupart du temps. Ça vous réjouit des gens qui vous disent on va se replier sur eux-mêmes? Mais c'est pas forcément. Non, c'est pas forcément. Réjouissant quand même. Ça ne veut pas dire se replier sur soi-même que quand de même. dire on ne peut pas non plus tout laisser filer. Non, mais c'est quand même un repli sur soi. Mais les Anglais sont extrêmement. D'ailleurs, la campagne était très violente là-dessus. On sait bien que les Anglais sont un peuple extrêmement ouvert, et je veux dire, j'ai aucune crainte sur le repli sur soi de l'Angleterre. C'est une belle preuve de démocratie. Franchement, ben oui. Oui, ça, c'est sûr. Et puis, encore une fois, arrêtons toujours de penser que c'est ça aussi la mort de l'Europe. La dernière fois qu'on avait fait un vote en France, je veux dire, tout le monde avait voté non, et du coup, on n'a même pas tenu compte de ce non. Alors, il y a un problème de on a fait revoter les gens un an après pour leur faire voter oui. Alors, je veux dire, c'est une catastrophe. Là, pour une fois, les gens se sont exprimés, et tant mieux. Ça va. Je partage avec Jean-Charles et ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que effectivement il y a eu un vote, la démocratie s'est exprimée et on doit la respecter tout en respectant bien évidemment leur choix. Et il est vrai que concernant les Anglais, c'est arrivé il y a quelques heures, on a l'information depuis ce matin et on est déjà devant un bouleversement et en même temps on peut rassurer les Anglais comme on peut rassurer tout le reste de la planète. Ça va continuer, les échanges vont continuer, le commerce va continuer, bref. Sauf que
quand on prend une décision comme celle-là, moi je pense que les Anglais ont pris, en tout cas pour la majorité de ceux qui ont voté pour la sortie, ils ont pris cette décision en pensant que ça irait mieux pour l'Angleterre. Sinon, c'est pas la peine de voter. Et en l'occurrence, ceux qui voulaient pas le Brexit, c'était pour dire on doit rester en Europe pour le bien-être de notre pays. Donc, moi, je considère que c'était pas la bonne décision. Elle a été prise, on la respecte. Cela étant, voilà, l'Angleterre va continuer les échanges probablement bilatéraux, Angleterre-Europe. Il y a d'autres options qui sont prévues, qui sont à construire. Mais vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, il y avait peut-être stratégiquement quelque chose à faire, c'est-à-dire faire peser sur l'Europe la sortie de l'Angleterre et non pas faire peser sur la moitié du peuple anglais cette sortie qui pourrait, encore une fois, avoir des conséquences pour tout le monde. Et quand Jean-Charles dit, finalement, pas de conséquences pour la France, pas de conséquences pour le monde, si, parce que les économies sont tellement maintenant imbriquées les unes dans les autres. Un exemple simple qui, à mon avis, va parler, c'est que les Anglais et la place financière en particulier a une expertise à toute épreuve, qu'on a laissé d'ailleurs aux Anglais faire, sauf que la majorité des fonds qui sont gérés par les places financières anglaises sont des fonds européens. Est-ce que les Européens ça pourrait changer de lieu d'ailleurs. Pour notre souveraineté cette fois-ci, parce qu'on parle de souveraineté tout le temps, on parle d'identité, de souveraineté. Là, il y a déjà un premier impact. La place financière pourrait changer d'endroit. D'où la bourse, pas celle de l'Angleterre, les bourses mondiales. Effectivement, on pourrait dire que demain, il y a peut-être à faire gérer les fonds européens par des Européens. Mais il y a d'autres conséquences à ça. Donc voilà, les conséquences, elles existent, mais la loi des vases communicants existe aussi, c'est-à-dire qu'il y aura du plus, il y aura du moins. Tous les experts s'accordent à dire que globalement, ça sera un petit peu dégradé en termes d'économie, mais pas plus que ça. Cela étant, moi je reste un Européen convaincu. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers l'Europe. À 28, alors à 27 maintenant, et non pas à la réduire encore plus, parce que justement le schéma tient que si on est nombreux. L'union fait la force, alors si on commence ça dépend quelle Europe, alors. L'union fait la force. Si on veut juste étudier un tout petit peu, je pense que par exemple, l'idée depuis 10 ans qu'elle essayait de sortir comme épouvantail la Turquie en disant la Turquie va venir en Europe, je pense que c'est aussi contre ça que les Anglais ont voté, parce que je veux dire, c'est une idée de l'Europe qui est quand même pas la plus enthousiaste. Alors après on pourrait reprendre, mais c'est vrai qu'il y a eu le problème de l'immigration, l'immigration européenne notamment qui est arrivée en masse en Angleterre. Notamment la France. Notamment la France, il faut les dire. Polonais. Il y a 350 000 Français à Londres même. Alors Les vous imaginez, sont bloqués à Calais. ils ne sont pas des chômeurs. Les migrants sont bloqués à Calais, ils sont bloqués. Non, c'est des travailleurs. Ils sont bloqués par le fait de la France. Ça veut dire que demain, cette vague migratoire qui était bloquée, elle va partir en Angleterre. Ils ne sont pas bloqués par le fait de la France, ils sont bloqués à la demande de l'Angleterre par les Français, parce que c'est un accord, c'était le seul truc pour qu'on fasse un tunnel. Donc on a dit qu'on est responsable, on prend la responsabilité d'empêcher. Je vous propose d'écouter une première réaction, c'est celle de Pierre Lequillier, qui est député des Yvelines et qui est un Européen convaincu, membre du Parti républicain, et sa première réaction au vote des Anglais. Je suis révolté parce que François Hollande a été complètement inactif pendant 4 ans sur les questions européennes. Et il propose tout d'un seul coup d'aller rencontrer Madame Merkel pour parler de l'approfondissement de la zone euro. C'est il y a longtemps qu'il aurait dû le faire. Oui, alors là, il fait poser une des responsabilités sur le président français, sur François Hollande. Il n'a pas fondamentalement tort. On a un peu l'impression quand même que tout le monde découvre ce résultat ce matin sans jamais l'avoir envisagé. Alors que quand on propose un référendum, on peut quand même se douter. C'était pas un vote avec 12 choix possibles. C'était oui ou c'était non. Donc je pense que gouverner, c'est prévoir. Et là, je veux voir ce matin Hollande qui a réuni un comité de crise en disant bah oui, alors qu'est-ce qui se passe? Venez tous autour de moi, le président du Sénat, etc. On dit mais ce sont des débutants. Ils avaient commencé déjà à travailler sur la sortie de l'Angleterre, déjà depuis plusieurs... Oui, les scénarios étaient envisagés. Mais... un peu peur ce matin quand on a dit François Hollande va réunir Michel Sapin, Jean-Marc Ayrault et Harlem Désir pour sauver l'Europe. On aurait dit quoi si c'était pas réunis en cette journée historique? Il fallait se réunir avant et proposer. Mais ils se sont réunis avant. Clairement. Je pense qu'il y a un autre point qui a fait peur aux Anglais. C'est la relation
très proche, et c'est notre faute, c'est la faute des Anglais aussi de ne pas avoir pénétré ça, mais le couple franco-allemand, Oui. en disant que, ok, bon, on est en marge parce qu'on a un pied dedans ou pas dedans, c'est un peu notre faute qu'on n'y est pas parce qu'on ne se fait pas inviter à tout, et on n'est pas invité à parler de tout, mais au-delà, on aurait dû, ou l'Angleterre aurait dû, proposer autre chose. C'est ça que je suis en train de dire. Absolument. Au lieu de dire c'est out ou in ou machin, mais proposer Oui, autre chose. proposer Et si ça vous satisfait une autre pas, sortie, ben, voilà. une autre sortie possible. Les Anglais par commencent le haut. ça aussi. Les Anglais commencent ça aussi, et assez bizarrement, et je n'avais pas pensé à ça, comme une fermeture d'un chapitre sur les guerres aussi. Sur les télévisions anglaises, ils disent, ben voilà, l'Europe va profondément changer, après ce que vous avez dit, que c'est peut-être le coup de pied là où il fallait pour bouger et changer un peu la façon de gérer l'Europe, avec les leaders, des choses comme ça, et de faire autrement l'Europe. Les Anglais partent, mais c'est peut-être le moyen de dire, ok, rassembler c'est bien, mais uniquement pour qu'on soit tous des amis, c'est peut-être pas bon non plus. Non, quoi. mais la difficulté, C'est vrai je pense, que c'est c'est qu'il une autre page de l'histoire qui s'écrit. Voilà. Non, mais Peut-être depuis là, des ça va années, être on un n'a peu pas plus- fait en sorte de réunir les gens autour d'un programme politique, d'un programme économique, d'essayer d'avoir une harmonisation sociale, fiscale. Tout ça Ils n'a ne pas veulent été Ils fait. ne voulaient pas, les pays non plus. C'est Oui, mais ça qui est compliqué. Hein. il aurait fallu pour qu'on arrive à avoir Alors, une cohérence entre tous les pays. d'y arriver. Je crois qu'on C'est est ce en qui manque. ligne avec Catherine Chatillou, qui est envoyée spéciale des Échos à Londres, et donc en direct de Londres. Bonjour. 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 Alors, comment vous êtes promené dans Londres, je suppose, ce matin? Comment vous avez c'était trouvé les Anglais? Écoutez, je crois ils sont tous un peu, on est tous un peu sous le choc, les Anglais comme les Européens en général. Je pense que les gagnants, finalement, les partisans du livre, ceux qui voulaient quitter l'Europe, sont les plus étonnés peut-être parce que même si les sondages disaient qu'il y avait quand même que ce serait très serré, que le résultat serait très très serré, personne n'y croyait vraiment. On ne pensait pas que finalement les Britanniques franchiraient le pas, qu'au dernier moment, devant l'urne, ils hésiteraient, ils auraient peur de l'incertitude, qui a quand même été un des grands sujets de la campagne. Donc en fait, je crois que même ont été étonnés de leur audace. Et puis, je crois que ça révèle vraiment des divisions qui se sont fait jour pendant la campagne, qui étaient très dures. Et ça révèle plusieurs divisions au sein de la société britannique, entre les jeunes qui sont très pro-européens, les vieux qui ne le sont pas du tout, entre les classes, évidemment, les perdants, ceux qui se considèrent comme les laissés pour compte, comme les perdants quand même de la mondialisation, de l'ouverture, et puis aussi une division entre les différentes régions, entre une Angleterre qui est quand même très, à part Londres, très pro-Brexit, et puis l'Écosse qui a voté très très massivement pour le maintien. Pour le maintien. Les conséquences, alors, il y a des conséquences sur la politique anglaise, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a eu la démission de Cameron. On parle de Boris Johnson pour le remplacer, qui était l'ancien maire de Londres et qui était pour le Brexit. Mais quelles conséquences aussi pour l'Europe? Est-ce qu'on peut la mesurer déjà? Il va y avoir un sommet la semaine prochaine à Bruxelles, mais est-ce que ça suffit? Ça suffit. Non, la conséquence immédiate, c'est que, enfin immédiate, finalement, c'est pas évidemment que ça va se faire pendant des mois, mais il va falloir divorcer, c'est-à-dire que tous ces liens, les liens qui ont été noués depuis des années entre le Royaume-Uni et l'Europe, il va falloir les défaire, comme quand on divorce. Il faut supprimer les contrats, rendre l'argent qu'ils ont donné au budget cette année, rapatrier les agences européennes qui sont sur le sol britannique, virer les eurocrates britanniques qui allaient à Bruxelles et qui étaient au nid. Vous voyez, il faut complètement... ça va prendre 2 ans ou ça peut aller plus vite? Ça va prendre sûrement du temps parce que je ne vois pas les choses se passer très bien. Bon, ça va être très compliqué. Il va y avoir ceux en Europe qui voudraient que ça se passe bien et vite pour renouer des liens privilégiés avec l'Angleterre, et ceux qui, peut-être comme la France, ne veulent pas que ça se passe trop bien parce que ça pourrait donner des idées à d'autres qui, en Europe, aimeraient aussi, au fond, faire un peu de chantage et obtenir des conditions particulières. Donc ça va jouer comme ça. On va voir aussi qui va prendre le gouvernement, qui va négocier. C'est pas Cameron, ce sera son successeur. Selon sa personnalité, le divorce sera plus ou moins acrimonieux, comme dans les couples. Et si c'est Boris Johnson, ça risque d'être acrimonieux.
En même temps, c'est un pragmatique. Hein. Oui. C'est quand même, hein, bon, c'est le même qui, il y a quelques années, je l'ai entendu récemment, vantait l'adhésion de la Turquie et se demandait pourquoi on insistait autant pour dire que l'Europe était un continent chrétien. Donc c'est un homme qui est capable Oui, il a changé d'avis assez vite. de tout dire et de tout faire. Merci infiniment. Et donc, je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial des Oui, Échos voilà, à Londres. quelques jours encore. Ok, merci à vous. Au revoir. On va peut-être passer au golf, non? Moi, que vous disiez non, un commentaire là-dessus. Non. Non, juste pour terminer, dire que la Norvège a une économie florissante, elle n'est pas dans l'Europe. La Suisse s'en sort pas si mal. Et la Suisse et la Norvège ont des accords Non, très contraignants avec l'Europe. Mais on peut... La Norvège accepte même de faire les 3% de déficit. Oui, Elle accepte toutes les règles de l'Europe sans en avoir la contrepartie. Donc c'est pas forcément une situation très bonne. Mais ça fait partie des quatre systèmes la Suisse a des accords très proches avec l'Europe, hein. qu'on peut envisager avec l'Angleterre. l'Angleterre. Je veux dire, les États-unis ont des accords avec nous, la Chine a des accords avec l'Europe. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Il y a une chose que je lisais ce matin qui est assez intéressante, puisqu'on va parler de l'euro tout à l'heure, c'est la situation du football anglais. Parce que, non mais si les liens se rompent avec l'Europe, l'arrêt Bosnam qui permet d'avoir autant de joueurs européens qu'on veut, ne va plus s'appliquer. Ça sera des extras communautaires, et donc ils auront droit à 3 ou 4 joueurs par. Sera compliqué. Oui, non, et non seulement le mercato sera compliqué, les joueurs étrangers vont revenir dans les autres pays, les droits télévisés qui sont les plus élevés de l'Angleterre vont baisser. Non, mais c'est une des conséquences possibles dans le sport. Mais la seule bonne nouvelle, pour moi, à mon sens, c'est que on va voir ce que ça va se passer, ce que ça va donner. Pour le coup, ça sera très observé. Ça donnera des idées, mais finalement, cette idée-là, ils l'ont tous. Hein. Les partis, que ce soit le Front National ou d'autres partis dans d'autres pays, ont déjà l'idée de vouloir sortir, et c'est un argument de campagne pour eux. Donc l'idée, ils l'ont déjà. En revanche, ce qui sera intéressant, c'est d'observer pendant, à mon avis, ces 2 prochaines années, et il en résultera que c'était une erreur. Et du coup, ça consolidera les 27 à rester ensemble, parce que je ne disais pas de rester ensemble pour rester ensemble, il y a des choses à construire. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il faudra construire sérieusement une Europe fiscale, une Europe sociale, une Europe de l'armée, etc., etc. Donc ça sera une très bonne chose. Ils n'étaient pas dedans. Si on sort par le haut, c'est une bonne chose, en effet. Oui. Voilà. Mais il y a le risque de sortir par le bas aussi. C'est une possibilité. Juste un commentaire aussi concernant ce qu'a dit le journaliste. C'est que je ne pense pas qu'il faut, dans une divorce, il faut essayer d'aller vite. Pourquoi aussi ? Parce que, non mais c'est vrai, parce que il y a des eurodéputés anglais qui vont voter pour des législations, des lois ou des choses qui vous concernent 27, mais qui ne nous concernent plus. Donc moi j'aimerais savoir demain ou aujourd'hui aux infos, comment ça marche demain au Parlement. Est-ce que nous, les Anglais, là, pendant 2 ans, on est toujours dedans en attendant d'être dehors, mais est-ce qu'on vote toujours et quel impact ça peut avoir? Parce qu'on peut avoir un vote de blocage. Bien sûr. Absolument. Bien sûr. Non, c'était une bonne réflexion. Alors, je vous propose de voir, on va parler de l'Open de France, c'est à partir du 1er juillet. 30 juin, 1er juillet. Jeudi prochain. Jusqu'au 4 juillet. Je vous propose de voir un sujet sur la préparation, justement, du terrain, notamment pour l'Open de France. J-6 avant l'Open de France de golf, la compétition qui fêtera cette année sa 100e édition sera organisée pendant 4 jours sur les greens du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Un parcours totalement remodelé cette année en vue de la Ryder Cup 2018. En coulisses, on peaufine les derniers réglages. Il y a encore forcément du travail. Après tous les travaux qu'on a fait, il ne faut pas oublier que l'Albatros a été fermé pendant 9 mois. C'est une grosse période de temps. On a fait 125 km de tranchées pour bien drainer le parcours. Et forcément, de ces 125 km de parcours, il y a encore des stigmas. Il y a encore du travail à faire. Il nous reste, mais on est très près. On est très près. Une quarantaine de jardiniers et des centaines de personnes sont mobilisées dans la logistique pour préparer cet événement. Un travail rendu difficile avec les conditions climatiques de ces dernières semaines. On a eu le mois de juin le plus pluvieux de les dernières 150 ans. Et c'est vrai que même avec tous les travaux qu'on a fait, tout ce qu'on a investi dans le parcours, il peut plus. On voit les lacs, on est collapsé d'eau. Même la morale des jardiniers, on est vraiment... on a envie du soleil. Selon les météorologues du Golf National, le soleil devrait être de la partie pour l'Open, de quoi ravir les 55 000 à 60 000 spectateurs qui seront présents sur les 4 jours de compétition.
Alors, on entendait, c'est un des jardiniers, enfin, des greenkeepers de... C'est le superintendant, effectivement, un jeune espagnol, 32 ans, brillant. Et alors, tout le monde était frappé, ceux qui sont allés au Golfe National, que malgré les pluies diluviennes qui sont tombées, ben, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que non, mais c'est vrai, Alors, il y a des travaux d'irrigation qui étaient formidablement menés, non? Alors, irrigation, c'est le ciel qui fait ça, donc on n'a pas arrosé, on n'a pas utilisé. Oui, C'est surtout les travaux de drainage. De drainage, pardon, drainage, oui, qui l'irrigation, ont oui, super bien drainage. fonctionné. On était quasiment... en fait, dans le cahier des charges de la Ryder Cup qui arrive en 2018, une chose qu'on a signée Fédération Française de Golf, c'est de pouvoir, après une pluie décennale, d'ouvrir le parcours en 3 heures. Et là, on a eu le pire. Juste pour vous donner quelques chiffres, on a eu 420 mm de pluie jusqu'au 22 juin, du 1er au 22 juin, tandis qu'un mois de juin normal, sur les 10 dernières années, c'est 25 mm. 20 fois plus. Oui, 20 fois plus. Exactement. Donc oui, ça a très bien fonctionné parce qu'il y a eu ces travaux pendant l'hiver. On était fermé 10 mois. Ça fait partie de quelques-uns des travaux qui ont été faits, alors, et pour cette Open de France, et évidemment en vue de la Ryder Cup. Vous vous sentez comment, là, moins d'une semaine? Non, très bien, parce que on est très bien accompagné déjà par les promoteurs qui sont FF Golf Production avec ASO et puis l'European Tour qui ont l'habitude de faire 40 tournois dans l'année. C'est vrai que maintenant l'embellie qu'on a eu depuis 2 jours et qui va se poursuivre nous aide énormément parce que ça a l'air bien, mais on a des parties quand même un peu humides et notamment en dehors des aires de jeu où les spectateurs sont là. Ils seront là, oui. Le plus de soucis ou de travail qu'on effectue aujourd'hui et demain et jusqu'à l'événement, c'est pour le public. Pour qu'il passe un bon moment. Passer un bon moment, qu'il n'y ait aucun risque. Sécurité, mais aussi qu'il puisse venir sans bottes. Voilà, exactement, sans bottes. Alors, je disais, il y a la perspective de la Ryder Cup, ce qui fait qu'il y a un plateau absolument exceptionnel. C'est vrai. On n'a jamais vu aussi bien pratiquement, je pense. C'est vrai, c'est exceptionnel. C'est une concordance de petits événements depuis quelques mois qui sont arrivés, parce qu'il faut savoir que la politique de l'Open de France a toujours été, pas comme les autres tournois, on ne paye pas les joueurs pour venir, on ne paye pas un centime, il n'y a pas de no appearance money. Et donc, ce qui s'est passé, c'est aux États-Unis, justement, où ils ont placé un tournoi mondial en même temps que l'Open de France, sachant que c'est le 100e sur le parcours de la Ryder Cup qui est quand même un phare pour l'European Tour. Et quelques joueurs ont décliné la possibilité de gagner beaucoup plus de dollars pour venir soutenir l'Open de France parce que c'est le 100e, deuxième plus vieux tournoi derrière l'Open britannique, oui. Et donc, on a une dizaine dans ce cas-là de joueurs. On attend 60 000 spectateurs. C'est un bon cru. On peut déjà dire, il y a toujours de la place parce que c'est un parcours de golf, mais les préventes grâce au tableau sont en hausse de 40% cette année. Donc ça, c'est très bon. C'est un bon signe en tout cas. La météo sera, que j'espère, a priori, pas trop mauvaise, avec nous et pas trop chaud parce que l'année dernière, si vous vous rappelez, on a eu la canicule. Donc on a eu les deux extrêmes. C'était tout marron, tout brun, tout dur. Et 40 degrés l'année dernière. Donc non, tout porte à espoir à voir une très, très belle édition 100e. Et vous n'êtes pas du tout, vous êtes très décontracté, quoi. Non, je pensais... C'est le film britannique. Le film britannique, J'ai plus de soucis avec le Brexit que... Parce que je ne sais pas quel passeport prendre, vous comprenez? Est-ce que je dois devenir français? Est-ce qu'on a votre passeport? On a vu votre passeport? Il va vous falloir une carte de séjour bientôt. Oui, peut-être. Mais c'est vrai, bientôt je serai plus britannique que anglais, et puis voilà. Oui. Enfin bref. Il y aura beaucoup de joueurs britanniques qui sont là, donc vous pourrez parler anglais. Mais non, pourquoi on est calme? Parce que j'ai une bonne équipe, déjà. Parce que vous êtes sûr vous êtes sûr du parcours, vous êtes sûr de... Oui, parce qu'on a vu la météo les 10 prochains jours. Je pense qu'il y a 2 jours, si on nous avait dit qu'il y avait encore 5-6 jours de pluie, je pense qu'on serait entre la corde et le pistolet. Ouais. C'est vrai. Mais aujourd'hui, non, on a d'excellentes équipes. C'est aussi la 12e fois que c'est au Golf National. Maintenant, c'est figé là. Donc il y a des habitudes qui se sont mises en place. On est bien accompagné. Le pire qui peut nous arriver, franchement, c'est une défection d'un joueur. D'un grand nom qu'on a annoncé sur l'affiche ou quelque chose. Ça, c'est le seule inquiétude. Sinon, on sera prêt le jour J, il n'y a pas de problème.
Alors une question peut-être plus spécialisée, mais on a vu tout récemment l'US Open Oui. avec des greens qui, je sais pas, tapaient avec une vitesse absolument incroyable. Oui. C'est une norme du pas golf du pour tout. les grands tournois ou ça dépend des parcours? Ça dépend des organisateurs, ça dépend des parcours, ça dépend de la qualité du gazon. Malgré toute la pluie qu'on a essuyée depuis 3 Oui. mois, parce que Là, ils sont très quand même, très rapides quand même. Hein. Ils sont très bons, ils sont très sains et très très bons, mieux que l'année dernière, les greens. Mais c'est le directeur de tournoi. Alors nous, on a Jean Vandevelde qui est notre directeur de tournoi. C'est un grand joueur. Voilà, exactement, français. Et puis en compagnie de la direction du Tour européen, le circuit qui gère, qui décide de la vitesse des greens. C'est eux qui vont décider et c'est nous qui allons appliquer la vitesse. C'est-à-dire que si le parcours est trop lent, trop dur, parce que le gazon est très épais avec la pluie, il est super épais, donc on peut perdre la balle facilement. Si le parcours, on détecte qu'il est trop dur en dehors des greens, ils vont plutôt les ralentir. Ah d'accord. Plutôt les ralentir. Ah oui, ça, on voit et ça un même peu. les arroser moins durs. Voilà. D'accord. Donc, il y a différents choix qui vont se faire à partir de lundi, mardi prochain, avant jeudi le premier Juste jour. avant Il y a le. encore beaucoup de réglages possibles. en fait. Absolument. Ouais. Oui. Mais c'est On veut amusant pas de savoir passer- ça parce que. Un parcours peut devenir trop dur, comme à Oakmont, Oui, l'US Open, c'est incroyable. Donc, mais bon, c'est un des 4 majeurs dans l'année. On n'est pas un 4 majeur de l'année, mais on veut surtout du spectacle. C'est ça. C'est- Oui, voilà. On perd aussi en spectacle si le parcours Voilà, est trop le dur. public veut voir des beaucoup, birdies, des ouais. beaucoup, voilà. Donc, vous pouvez jouer sur l'arrosage et sur la taille de l'herbe, Exactement, c'est ça exactement. C'est Là, on deux- n'arrose pas, évidemment. Ouais. Les greens deviennent durs parce qu'ils sont sur sable. Ouais. Le plus dur ils sont, c'est plus difficile pour arrêter la balle. Et le plus rapide peuvent devenir les greens, c'est-à-dire que tout simplement, le temps plus ras. Voilà, on fait une C'est ça. tente beaucoup plus ras. D'accord. Ça va J'avais 2 remarques sur le super témoignage que vous nous apportez. C'est le premier. Le premier, c'est que finalement, il n'y a pas que le marché qui régit les lois du sport. J'ai cru comprendre qu'il y a des gens qui déclinaient des rémunérations importantes pour venir quand même. Oui, Ça nous rassure également sur les échanges qu'on peut c'est la avoir vérité. avec l'Angleterre et d'autres nations du Golfe. Mhm. Mais par contre, j'avais une autre remarque, c'est que vous subissez le réchauffement climatique avec les extrêmes. D'un côté, la canicule qui assèche d'un côté, ou les fortes pluies, qui sont les vraies conséquences extrêmes du réchauffement climatique. J'avais juste une question. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura des greens synthétiques comme au foot? Alors, oui, parce que ça existe. Un golf déjà. Ça complet existe déjà. Alors, En synthétique, ça existe déjà. Alors, il y a beaucoup de nouvelles. Alors, dans la candidature, on a le temps là parce qu'on Oui, fait- oui, allez-y. Dans la hein, candidature de la France, Profite la de vous. Fédération française de golf, pour obtenir la Ryder Cup, il y a 3 choses qui nous ont fait gagner. Un, le crowdfunding, le fait de faire payer les licenciés de golf la facture, au lieu que ce soit un sponsor privé ou du risque. 2, la qualité du parcours, l'Albatros Golf National, où les joueurs voulaient que ce soit là. Et troisièmement, le fait qu'il y aurait une histoire derrière tout ça, parce que la fédération s'engage à créer 100 nouveaux petits parcours. Et sur les 100 nouveaux petits parcours, jusqu'en 2020, on a promis de faire ça, on est déjà à 80. Et c'est des parcours très courts, 6 ou 9 trous simplement, pour faire débuter les gens. Et la plupart en des greens en synthétique. Nous, on vient de mettre sur notre parcours 9 trous cet hiver à Loiselet des départs en synthétique, parce que c'était compliqué d'entretenir des Oui, départs. c'est que beaucoup plus facile d'entretenir. et- Exactement. ouais, il faut beaucoup Donc on a de mis trous. des départs synthétiques et on a aussi maintenant un practice en synthétique Ouais. également. Donc ça vient. Je pense que ce ne sera jamais total, parce qu'il faut de la pétrole pour faire du gazon synthétique, c'est du plastique, etc. Donc c'est pas nécessairement aussi écolo écologique. qu'on pense. Il faut mieux faire ce qu'on a fait au Golf National, mettre une irrigation, comme on a fait hyper performant, où on fait 35% de moins de consommation d'eau avec notre nouveau système, en multipliant par 3 le nombre de têtes de raseurs. Donc on a fait une démarche écologique avec les changements qu'on a fait dernièrement pour arroser mieux, là où il faut uniquement, et en recyclant l'eau. Et en récupérant mieux. Voilà, avec le drainage. Donc l'écologie n'est pas compatible avec le golf. Non, Parce que je crois par souvent- contre, non, mais c'est- notre problème, c'est les pas le écolos le réchauffement croient souvent, hein, il y a- climatique, ça il y a devrait des nous grands aider débats. plus qu'autre chose. C'est juste, on ne peut pas prévoir. On peut pas prévoir les saisons, etc. Donc même la nature est un peu paumée. Alors je ne vous demande pas, évidemment, vous ne pouvez pas me dire si vous avez un favori, je n'ai pas le droit. Non, j'ai pas le droit, Mais c'est qui- dans mon qui- contrat qui- d'ailleurs. qui- Parce que quelqu'un va les parier. Oui, ça. Mais qui vous suivriez avec plaisir? Ah bah on va dire les Français. Les Français Je pense pour le public Dubuisson, français. Voilà, exactement. Même si on a des vrais stars internationaux qui viennent cette année, qui vont nous faire un beau public en Angleterre.
même s'ils sortent, en Angleterre à la télé, des choses comme ça. Donc on peut espérer avoir des audiences plus importantes, qui est bien pour l'image de la France, pour le golf national, l'Open de France. Un Français pour le public français, parce qu'il n'y a pas de touristes anglais, etc., qui viennent voir. C'est uniquement un public local, national, régional. Un Français qui gagne dimanche soir, c'est toujours bon pour le. Le dernier, c'était Thomas Levé, non? 2011, dernier Français. C'était Thomas Levé? C'était Thomas Levé, effectivement. Et avant ça, il y avait une double victoire. De Rémézy, oui, tout à fait. Donc, on attend depuis 2011 une victoire française. Peut-être. Ce qui était rare avant. Absolument. Il n'y avait pas eu beaucoup Absolument. dans l'histoire du golf. Donc voilà, à partir du 30 juin, 30, 1er, 2 et 3 juillet. Exactement, ouvert au public. Ouvert au public, voilà, on peut y aller, acheter sa place billet, sur place. Exactement, voilà, hein. Tout à fait. Et il y a de la place pour tout le monde, enfin voilà, tout à fait. on ne reviendra pas à bredouille. Exactement. Et on peut après circuler. Non, mais en plus, c'est très bien fait pour que les gens puissent village, voir. Enfin, il y a voilà, des il y a un restaurants, village. il y a des exposants, il n'y a pas que du golf. Il y a un grand écran avec les matchs de foot, il y a un match de foot. Sinon, c'est aussi retransmis, je crois, sur Canal. Oui, Golf Plus. Golf Plus et Canal Plus Sport. On parle un peu de foot? Allez, parlons un peu de sport anglais. Des sports anglais? Non? Oui, mais parlons de sport anglais. Non, pardon, vous voulez... Non, sur le foot, non, mais j'étais un peu abasourdi par la somme astronomique que Laurent Blanc touche pour quitter le PSG. Ah oui, mais alors c'est démenti par Bernès, qui est son agent, qui dit c'est pas vrai du tout, c'est pas 22 millions. Alors, on va s'apercevoir que c'est 21 millions, ou peut-être 23. Oui, voilà. Sauf que c'est le principe des CDD. Hein. C'est-à-dire qu'il est en CDD, et si à un moment donné vous rompez un... Il avait encore 2 ans de contrat. Si je puis me permettre. C'est le principe du CDD. Non, c'est pas du CDI. Non, c'est pas un CDI. Il avait un contrat de 2 ans encore. CDD. Ah oui, qu'il avait démenti. Oui, c'est le principe du CDD. Donc à un moment donné, si vous arrêtez le contrat, vous devez le payer jusqu'à son terme. Enfin, en l'occurrence, c'est une des clauses. Il a été renouvelé il y a juste quelques mois, son CDD. Au mois d'août. Je veux simplement dire qu'on l'avait déjà prédit, Patrice, ici, à la fin du match, quand ils avaient perdu contre Manchester City. On avait dit ici, en l'occurrence, tous les deux. J'avais dit qu'on ne reverrait pas Laurent Blanc à la rentrée, et vous avez tous dit si, il n'y a pas de raison. On a les images. Oui, justement. On a tous dit. On va passer le rang. Donc j'ai dit on l'a tous dit, et on peut revoir les images. Mais voilà, donc c'est un peu c'est les lois dans ce sport, et ce sont les montants également dans ce sport, à ce niveau. Ce qui est vrai, c'est que c'était un entraîneur extrêmement bien payé par rapport au reste des entraîneurs. Donc la somme qui doit lui être allouée est beaucoup plus forte que celle des autres entraîneurs d'habitude. Mais sinon, c'est à peu près 22 millions, c'est à peu près l'application du règlement normal, c'est-à-dire les années qui restent plus 6 mois, je crois. C'est ça. Il y a 3 ans maintenant, 22 millions. Ça fait 2 années et demie. Il était à 700 000 par mois, je crois. Ouais, on fait le compte, millions, ça fait 2 ans et demi. Oui, exactement. Et il y a des joueurs qui touchent plus que ça encore. Ah bah bien sûr. Pour certains joueurs. Bah oui. Mais c'est dommage parce qu'en fait, il n'aura jamais été entraîneur, parce que Zlatan étant parti, il aurait pu se mettre à entraîner le PSG, et ben il s'en va aussi. C'est pas Laurent Blanc. Mais alors, moi je voulais parler plutôt de l'Euro, parce que vous disiez qu'il y aura peut-être des écrans s'il y a des grands matchs pendant l'Open de France. Et c'est vrai que moi j'ai été quand même surpris par l'engouement public pour cet Euro d'or. Je vous regardez la télévision, ça fait des scores. Enfin, les matchs de l'équipe de France font 14 millions de personnes. Mais les matchs qui ne sont pas de l'équipe de France font au moins 6 millions de personnes. Enfin, il y a un engouement public formidable. Ça prouve que les annonceurs, ont toujours raison. C'est-à-dire qu'ils savent qu'un tel événement, à un moment donné, les gens vont être présents et seront au rendez-vous. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été très lent à démarrer, parce qu'on a été tous tétanisés par les problèmes de sécurité. Les fan zones, est-ce qu'il faut les faire ou pas donc le problème sécuritaire a plombé l'ambiance jusqu'à très tard. Donc ça a mis du temps à démarrer. Mais après, une fois que ça a mis du temps à démarrer, pas tellement. Le premier concert, la veille du début, il y a quand même 80 000 personnes qui viennent dans la fan zone. Si je peux me permettre, Jean-Charles, je ne parle pas de la semaine, même à la limite. Je vous parle des semaines. Ah d'accord, avant. Oui, bien sûr. La veille, c'était tout le monde était dedans, voire la semaine avant. Non, je vous parle des semaines bien avant. On n'a pas senti l'engouement, ni dans les clubs de foot, dans le mien ou dans ceux dans lesquels on allait pendant les championnats. À la limite, on n'en parlait pas. La seule chose qui intéressait, c'était l'organisation des matchs sensibles, c'est-à-dire y aura-t-il de la violence ou pas, du hooliganisme ou pas, faut-il des fan zones, etc. Donc tout a tourné dans nos instances, à la Ligue de football par exemple, autour du problème sécuritaire, autour des stades. Il y a eu un match d'essai, un galop d'essai, puisqu'on est allé au Stade de France ensemble, et on a vu comment la sécurité avait été avancée pour la finale de la Coupe de France.
Voilà, donc ça Il y a un avait peu laissé à plombé. désirer là Ouais. pour le Pour le coup, ouais, mais ça valait le coup de Oui, de le tester. Voilà, donc ça a un peu plombé avant, et puis maintenant l'engouement est total parce qu'effectivement le football draine du monde. La preuve, c'est qu'on va drainer des golfeurs grâce à des écrans géants au golf. Extraordinaire, je trouve. On a beaucoup parlé des quelques abrutis qui se sont battus, etc. Oui. Mais c'est les supporters irlandais qui séduisent absolument. Mais la France entière, tout le monde n'a plus que. C'est lesquels? C'est les Irlandais du Nord, Du sud, l'air. du Sud ou l'air? C'est l'air, hein. Sous le contrôle de notre ami, c'est la République Non, mais d'Irlande. les deux équipes ont des supporters formidables. Je crois, Ouais. bien, oui. Parce Mais que- plutôt la République, les plutôt Verts, la ils sont verts. Et tout le monde est sous le charme. Enfin, je veux dire, Oui, absolument. on les voit chanter une berceuse dans le métro, chanter Voilà. pour la police, réparer une voiture qu'ils ont abîmée. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Je les ai Comme, vus, je les ai c'est vraiment vus, des gars sympas. ouais, je les ai vus au stade. Une image extraordinaire Oui, du football pays, et des supporters. du football et du supporter. Ouais. Chapeau. Quoi. Je les ai vus au Stade de France contre la Suède, et c'est vrai qu'à l'extérieur du stade, dans le stade, mais on s'en étonnerait presque qu'ils soient superbement arrêtés. Tous les supporters, que ce soit même de l'Angleterre, de l'Écosse, du Pays de Galles, ont toujours des supporters Oui. de très grande qualité. Mais on a toujours sous-entendu l'idée que le hooliganisme est britannique Anglais. et qu'il a toujours, il a exporté la violence. mais- Alors qu'en réalité, c'est les plus... Non, mais on ça peut ne maîtriser. commencer par ça, mais c'est encore une fois notre cher je veux mon argent Thatcher Ah ouais, moi- qui vraiment c'est ça. a mis en route le pays C'est vers ça. un peu de paix Oui, dans c'est les vrai. stades. Mais on a toujours Elle a cette nettoyé idée ça que avec la les- vidéosurveillance, tout ça qu'on a vécu et qu'on vit très bien en Angleterre tout le temps. Vous avez un homonyme qui est un joueur de rugby. Je ne sais pas s'il est de crois, famille, oui. de Toulon. Hein, Oui, il me semble. oui. Et le foot, ça vous intéresse? Oui. Alors oui, mais pour les matchs comme ça, hein, les grands Les grands matchs. événements internationaux, sinon non. Mhm. non. Non, sinon, vous n'avez pas au stade le niveau. Angleterre-Islande à suivre de près, parce que pour le Lundi moment, soir, l'Islande oui. est une nation C'est du deux football. pays non européens maintenant. Absolument. Et oui. c'est le petit pousset. On aime bien en France ces histoires Oui. de petits Oui. clubs. Le petit pousset qui Je va jusqu'au pense que le final. public français va soutenir l'Islande, et d'une part parce que c'est le petit poussé, d'autre part peut-être parce qu'il y a le Brexit aussi. Oui. Ça peut jouer. Parce qu'ils veulent séduire un nouveau membre de l'Europe. Oui, là, ça. Ils veulent que l'Islande remplace l'Angleterre. Voilà. Les Anglais sont les spécialistes de la compensation financière. Je ne suis pas persuadé que ça soit une grande compensation en termes de population. C'est vrai. Les Français, vous les avez trouvés comment? Moi, j'adore. Pour une raison simple, c'est que on n'arrête pas de dire la France, la France, la France, mais ils ne sont pas là pour produire du spectacle, même si Payet a marqué un but exceptionnel. Ils ne sont pas là pour Deux, faire du même. spectacle. En tous les cas, le premier Ouais, les deux même qui marquent. les deux, on va dire les deux. Mais ils ne sont pas là pour produire du spectacle, ils sont là pour produire de l'efficacité. Ils font les qualifs pour gagner. Ils ont gagné, contrat rempli. Voilà, il y a une stratégie derrière. Et je trouve même qu'il y a une stratégie peut-être où on se camoufle un peu, on n'est pas flamboyant, et peut-être que ça va payer. On a toujours gagné quand on organisait. Hein. La Coupe du Monde, on l'a organisée, on l'a gagnée. La Coupe d'Europe, on l'a organisée, on l'a gagnée. Donc je vous annonce la France, et la France est bien cachée. Sauf en 60, je crois qu'on l'a Pardon organisé, on n'a pas gagné. Mais Pardon en 1960, on l'a Ouais, mais organisé. je vous parle de ça. Moi, je Ah suis ouais. né en 61, Patrick. Donc, C'était un peu vieux pour vous. Mais je vous propose justement sur l'ambiance de voir un petit sujet sur l'ambiance pendant le match France-Suisse. C'était des îles de moi qui regardaient sur écran, évidemment. Un 2-1 pour la France. Alors moi 2-0 pour la France. 2-1 pour la France. 3 pour la France. Les supporters ont cru à la victoire de la France pour son dernier match de poule face à la Suisse. Ils sont venus en nombre au complexe sportif Pierre de Coubertin de Montigny-le-Bretonneux suivre la rencontre sur écran géant et encourager les Bleus. Ils ont eu l'occasion de vibrer dès la première mi-temps avec les tentatives françaises. Une belle première mi-temps avec deux poteaux quand même pour les Bleus. Donc confiant. Ça va finir par rentrer. La France a bien joué, surtout Pogba. Je suis un petit peu déçu, mais je suis positif et je pense qu'en deuxième mi-temps, on va marquer. Au retour des vestiaires, les Bleus perdent la main sur le match. L'impatience règne dans la salle jusqu'à la rentrée de Dimitri Payet et sa reprise de volée à la 77e minute sur la transversale qui réveille le public. Score final 0-0. Les réactions après la rencontre sont mitigées entre espoir et déception. Déçu parce que très lent, petite baballe, on ne sait pas trop. Il y a eu 2 tirs sur la barre quand même qui nous réjouissent un peu, c'est tout. Ils galèrent contre la Suisse, mais après je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire contre l'Allemagne, tout ça, hein, parce que la Suisse c'est pas une équipe non plus trop forte. Pas mal du tout, surtout en première mi-temps, pas mal de rythme, un petit peu moins en deuxième, on a un peu plus subi.
Mais l'essentiel, c'est de finir premier de la poule. Et du coup, c'est réussi avec le match nul. Il suffisait d'un match nul. Donc l'aventure continue et on sera derrière les Bleus pour le prochain match et les prochains matchs. La France termine première de son groupe et les supporters pourront continuer à encourager les Bleus dimanche prochain lors de leur 8e de finale. Donc Moustapha, on a bien compris, vous pariez sur la victoire de la France le 10 juillet. Avec des arguments, bien sûr. Florence, vous y croyez? Non. Non? Non, Charles? Oui, on comprend un peu les paris comme ça. Oui, mais... non seulement j'y crois, mais je l'espère. Donc, voilà, je le souhaite. Paul, l'Angleterre L'Angleterre. Ouais. Non, mais c'est pas. Non, mais l'Angleterre. Oui, viscéralement, on est pour notre propre pays. Et après, ça passera à la France si on est éliminé. Et comme dans toute compétition depuis 40 ans, 45 ans. Le Pays de Galles est très étonnant avec Gareth Bale. Oui, c'est un joueur plus les autres. C'est un joueur et 10 autres, mais il les amène. Hein. C'est incroyable. C'est Libra du... Ouais. Alors, vous imaginez une équipe de la Royaume-Uni réunis. Réunis. L'Europe. Mais franchement. Alors vous savez que le golf, c'est le seul sport où il y a une équipe européenne. Contre les Américains. C'est vrai. Le golf. Européenne contre les Ryder Cup, c'est l'Europe contre les États-Unis. Et vous savez ce que disait Coluche, qui disait, mais je ne comprends pas pourquoi nous, on n'a pas une équipe d'Alsace-Lorraine, une équipe de Bretagne. Il n'y a pas de raison, ils ont l'Irlande. C'est pas juste. Mais dans le carré final où on aura l'Angleterre. Alors, je voudrais qu'on termine peut-être cette émission avec cet exploit qui fait plaisir à Jean-Charles Lajoie-dit, qui l'attendait, l'exploit de Solar Impulse, qui s'est posé, qui a traversé l'Atlantique. Je prévois de voir un petit sujet là-dessus, et puis on en parle juste après. Mars 2015 à Abu Dhabi. C'est un immense et étrange albatros. Son envergure de 72 mètres est celle d'un 747. Son poids de 2300 kg est celui d'une voiture familiale. Sur tout le corps, plus de 17 000 cellules solaires. Sa puissance est celle d'un vélomoteur, 50 à 100 km/h au compteur. Il a été construit pour faire le tour du monde en 12 étapes. Le premier tour du monde en avion solaire. Alors, Solar Impulse, donc, qui a traversé l'Atlantique, qui considère ça comme un exploit fantastique? C'est un exploit. Le pilote, Picard, il a passé 72 heures sans dormir. C'est ça l'exploit. Sinon, il met 2 ans pour faire le tour du monde. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis surtout, alors tout le monde est là en train de dire c'est merveilleux cet avion solaire qui ne consomme rien. Rien qu'à l'arrivée, il y a déjà 12 camions, 50 personnes qui courent pour que l'avion se fracasse pas au sol pour porter les ailes. Je veux dire un albatros en phase terminale. De géant l'empêche de marcher. Et quand on voit après alors les centres de contrôle et tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que tout à l'heure notre ami disait que les greens synthétiques c'était pas forcément écolo. Moi j'ai dit que cet avion, je veux dire l'empreinte carbone, quand il vole, elle est nulle, mais quand on le fabrique et quand on le suit et quand on voit, ça doit être démentiel. C'est pire qu'une escouade de B-52. Donc, en fait, c'est tout sauf un progrès. Je comprends que ça amuse, qu'on se dit, bah oui, tiens, c'est rigolo. Vous voyez pas les traces d'avenir mais non, je ne vois pas du tout. Ça ne transporte rien. Déjà, il faut que le pilote maigrisse. Non, mais les premiers avions aussi. Non, mais justement, les premiers avions, c'est un retour en arrière. Cet avion ne sert à rien, mais vraiment, ne transporte rien, ne peut prendre l'air que quand les conditions météo, mais c'est pire que vous pour le golf. C'est-à-dire que vous faites attention, mais alors, c'est-à-dire, il y a des nuages, non, il y a quelques cumulus, il y a une tempête sur l'Atlantique, c'est terrible. Jean-Charles, c'est aussi drôle que ça en est absurde. Pathétique. Ouais, absurde. J'aime bien la démonstration, c'est drôle, sauf qu'il ne transporte qu'une chose. Il transporte, voilà, j'allais le dire. Et il transporte l'investissement pour le futur. Je crois que c'est ça qui est important. Et c'est vrai que ce que vous venez de dire là est tout à fait exact. En clair, il est en termes d'empreinte carbone et de consommation même d'électricité, parce que l'électricité est une source de voilà. Mais voilà, on sait très bien qu'il va y avoir des sauts technologiques, qu'on va passer d'un avion qui fait la taille de la 380 en termes de voilà. Et les sauts technologiques vont réduire les ailes, vont
augmenter les capacités, vont augmenter la vitesse. C'est un peu ce qui s'est passé quand on est sorti du cheval, la machine à vapeur. Les sauts technologiques. Qui étaient immenses pour arriver à quelque chose de tout meilleur petit, exemple, donc, c'est que moi, je me suis toujours Le demandé... meilleur aîné, quand elle a vu les premiers ordinateurs... Les premiers ordinateurs... Le meilleur exemple... Il faut un immeuble. Le meilleur exemple, c'est quand j'étais petit, en l'occurrence, je me demandais toujours pourquoi on envoyait une fusée dans l'espace. Je voyais pas d'intérêt de dépenser autant d'énergie, c'est le cas de le dire, pour un mec qui allait se balader dans l'espace et redescendre. Donc on pouvait faire toute une rhétorique autour. Clairement, on sait maintenant à quoi ça a servi la conquête de l'espace, avec les sauts technologiques qui vont avec. Et dans cette épreuve, c'est ça. Et je voudrais qu'on garde les images, s'il vous plaît. Jean-Charles, j'en aurai besoin un jour, comme pour le départ de Laurent Blanc. Je veux qu'on voit les images tous les deux à la dernière émission. Juste un mot pour terminer avec, parce qu'on parlait de technologie, avec Paul Armitage. Est-ce qu'il y a un combat comme ça entre, parce que le matériel de golf s'est beaucoup amélioré depuis ces dernières années, est-ce qu'il y a un combat entre justement les gens qui fabriquent les parcours face à ces progrès de la technologie? Oui, mais c'est très... Alors là, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est très, très marketing. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on invente de nouveaux modèles pour les vendre. 6 mois sortir quelque chose pour vendre. Voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle l'Open de France, 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet, au Golf National. Merci beaucoup d'être venu à quelques jours du début de cet Open. Merci beaucoup Florence Mercadet, merci beaucoup Mustapha Larbaoui, merci beaucoup Jean-Charles Lajoigny et à très vite pour un nouveau PAF.